Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc on sera deux, voilà, pour vous faire animer ce webinaire, voilà, qui sera dans un format 45 minutes. Voilà, on verra le temps utile en fonction aussi des sollicitations. Alors, on a choisi ce thème parce que bon, la cybersécurité, la cybercriminalité sont des thèmes qui reviennent de façon régulière et qui sont, je crois, de plus en plus présents dans nos esprits, mais aussi parce qu'ils sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Et ça fait partie des risques pour nous entrepreneurs qui sont certainement dans les plus significatifs aujourd'hui. Et la période que nous sommes en train de vivre, que voilà, peut-être, et on l'espère, plutôt derrière nous, mais peut-être que on aura à s'y repréparer, en tout cas devoir faire face à nouveau à ce mode d'organisation du travail, c'est-à-dire à distance. Tout ça un petit peu, et surtout que ça s'est fait dans un temps très court où il a fallu réagir, il a fallu s'organiser, il a fallu travailler à distance et de façon importante. Bon, tout ça évidemment a eu des impacts sur la sécurité de nos systèmes, la sécurité de nos organisations. Et vous verrez, on vous donnera quelques éléments, quelques illustrations autour de ça que, comme toujours, dès que on a une faille, ou en tout cas que les sécurités baissent, on a malheureusement quelques personnes malveillantes qui savent en tirer parti, en tirer profit et évidemment ont tenté de façon plus importante que d'habitude de pénétrer vos systèmes pour évidemment en tirer bénéfice. Alors au programme de ce webinaire, on essaiera de traiter ces 5 points. 5 questions. On essaiera aussi de vous faire participer avec quelques petites questions pour voir un petit peu votre appréciation des sujets. J'espère que la fonctionnalité sera parfaitement opérante. On verra, ce sera un petit test. Peut-être une petite précision sur voilà, c'est pas un webinaire qu'on veut très technique, hein, c'est vraiment un webinaire qu'on veut plutôt général sur une sensibilisation à tous ces sujets, puisqu'évidemment en 45 minutes on peut pas rentrer dans le détail des sujets, surtout que évidemment on va vite après on se confronte vite aux particularités de chaque système, de chaque organisation, de chaque activité, donc après ça nécessite forcément une approche individuelle. Donc le programme, c'est celui que vous avez à l'écran. On va essayer d'abord de comprendre ce que c'est finalement la cybersécurité. Ensuite, d'aborder le sujet du moment, c'est-à-dire le lien qu'on peut avoir entre télétravail et cybersécurité. Ensuite, aller vers le sujet risque, puisque finalement, c'est vraiment notre préoccupation, en tout cas, même si ça a été peut-être pas la préoccupation première, puisque la première, c'était déjà de continuer à travailler. Donc, le travail s'est imposé à nous. Derrière, est-ce que cette organisation nouvelle qui a été un peu précipitée est opérante et sécurisée? C'est ça qu'on essaiera de voir et quels sont les risques. Une fois qu'on aura compris les risques, on ira vers les méthodes, les outils qu'on peut visiter et en même temps évidemment de se protéger au mieux. Bon, là aussi, il faut être assez modeste par rapport à ça. De toute façon, voilà, se protéger totalement, bon, c'est évidemment peut-être un souhait ou un vœu pieux, mais en tout cas, il y a des choses à faire pour en tout cas limiter au maximum la sécurité de son système et puis évidemment protéger, puisqu'aujourd'hui, vous savez aussi que beaucoup de valeurs sont données aux données, à leur propriété, à leur utilisation. Les données se monnaient, les données sont volées, les données sont utilisées à différentes fins de consommation, politique, d'influence, etc. Voilà, donc évidemment, quelles que soient les données qu'on a à traiter, on traite tous des données, quels que soient les secteurs d'activité. Ces données sont plus ou moins sensibles, mais elles ont toutes une valeur, donc il faut évidemment bien les protéger. Voilà, et puis dernier niveau, c'est
comment s'assurer, vérifier, voilà, que son système est bien protégé. Voilà, donc bon, 5 points, on a un programme voilà, qui est quand même assez soutenu, voilà, et on va essayer de vous apporter les éclairages suffisants. Alors, on ne s'est pas présenté, donc je vais le faire. Alors, je vais introduire Geoffrey, puis après je me présenterai. Donc, Geoffrey qui sera notre animateur pour ce webinaire et qui est notre consultant, donc spécialiste des systèmes, que ce soit en audit, donc plutôt de diagnostic, et puis en conseil, c'est-à-dire amélioration de ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qui est rentré quand même dans le langage commun, l'IT, mais l'IT, bon, c'est les systèmes d'information. Hein. Voilà, donc lui, il est spécialiste de tout ça, donc il va nous livrer son expérience du terrain. Et puis nous éclairer sur ces fameux. On va parler beaucoup des gestes barrières par rapport au virus. Bon, on peut évidemment transposer ça assez naturellement, assez simplement. Les méthodes, les outils, les bonnes pratiques aussi de barrières pour les virus informatiques. Et donc moi-même, Valentin, moi je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes, je suis associé directeur général d'Orcom. Voilà, donc bon, j'essaye d'aider Geoffrey dans cette démarche. Voilà, bon, moi je ne suis pas un spécialiste des systèmes d'information, mais j'ai un vrai intérêt, une vraie appétence pour ces questions-là, parce que aujourd'hui on a effectivement beaucoup aussi à gagner. Il faut aussi le voir dans le sens où évidemment on a un côté où on a un risque évidemment de perdre beaucoup de choses, de perdre beaucoup de temps, de perdre de la valeur, mais on a aussi beaucoup à gagner avec les systèmes d'information. On parle aussi beaucoup, c'est des sujets qu'on essaye de travailler, on essaye de s'approprier et surtout d'amener du concret. C'est tout ce qui tourne autour de la transformation digitale, la révolution technologique. Donc l'IT voilà, nous amène aussi beaucoup de perspectives et des perspectives qui sont intéressantes. Donc il faut évidemment qu'il soit protégé, sécurisé, qu'on soit solide, qu'on ait des fondamentaux forts, et ensuite qu'on puisse travailler dessus, s'appuyer dessus pour que la puissance des systèmes, pour que ces nouvelles technologies soient vraiment au service et au bénéfice de nos activités, de nos entreprises. Voilà, limiter les travaux à faible valeur ajoutée, se concentrer sur l'humain, la relation client. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui finalement, toutes ces promesses que nous amène le digital. Mais ça passe par ce qu'on va voir aujourd'hui, quelque chose qui soit encadré et sécurisé. Bon, voilà pour cette petite introduction. Je vais laisser la main à Geoffrey qui va nous parler donc de cybersécurité. Bonjour à tous. Alors du coup, après cette petite intro, on va commencer par le basique. Qu'est-ce que la cybersécurité? Donc la cybersécurité, c'est un domaine plutôt large qui regroupe pas mal de moyens. C'est une interprétation différente par chacun. Ça regroupe la sécurité physique, la sécurité logique, la sécurité par exemple en termes d'incendie, la sécurité s'il y a une inondation. Ça regroupe un terme. En fait, la cybersécurité, ça regroupe beaucoup de domaines avec un ensemble de techniques et de moyens. Les moyens, donc c'est la technique, l'organisationnel, le juridique et l'humain. Et cet ensemble de moyens doit être mis en œuvre pour protéger le système d'information et protéger l'information. À quoi ça sert? Ça sert à identifier les risques qui pèsent sur les systèmes d'information des organisations et donc sur leur activité et de mettre en place des solutions pour empêcher la survenance d'un événement préjudiciable ou d'en diminuer son impact. Le but, c'est de mettre un niveau de sécurité suffisant afin de ne pas trop être libre, mais pas trop bloqué non plus. Il faut juger le juste milieu afin d'avoir un niveau de sécurité adéquat. Donc, c'est pas côté. Oui, Valentin. Du coup, pourquoi est-elle généralement insuffisante? Généralement, pour mettre en place quelque chose comme ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais c'est moins cher qu'un incident de sécurité. On va vous poser un petit sondage pour voir un petit peu près comment vous jugez le coût d'un incident de sécurité. Je ne sais pas si vous voyez le sondage. A priori, ça marche. Selon vous, les pertes financières subies par les entreprises victimes d'une cyberattaque s'élèvent en moyenne à 10 000, 100 000, 300 000 ou 1 million. Donc, on vous laisse voter.
Alors nous, Geoffrey, on ne peut pas voter, hein, les organisateurs. Ah non, on attend. Donc ça y va, ça avance un petit peu. Il y a 40% de votants. C'est une sacrée échelle, hein. Une sacrée fourchette. Ouais, les gens répondent, 52%. On va attendre encore une petite minute, le temps de laisser aux gens la main sur les réponses. 56%, ça augmente petit à petit. Je pense que tout le monde ne peut pas voter parce qu'on est bloqué à 60%. Allez, allez, livre-nous les résultats. On attend ça avec Hop. impatience. Alors, les résultats, donc on voit qu'il y a une majorité des personnes qui ont voté pour 300 000 euros, 30% pour 100 000 et 21% pour 1 million. Alors, pour les entreprises qui ont fait état d'une cyberattaque mondiale, la moyenne des pertes financières se situe aux alentours de 330 000 euros contre 205 000 euros en 2018, soit une augmentation de 61%. Donc ça, c'était mondial. Et en France, le coût moyen d'une cyberattaque, ça s'élève à 98 000 euros contre 45 000 euros en 2018, soit une progression de 125%. Donc on voit que plus les années passent, plus les cyberattaques augmentent et les pertes financières également. Pour vous donner une petite idée, la cybercriminalité sur l'économie mondiale, c'est 400 milliards de dollars. Donc voilà. Les chiffres, évidemment. Je retourne à la slide. Donc on a vu que ça coûtait cher, oui, mais qu'un incident de sécurité, ça coûtait encore plus cher. Généralement, on dit que ça nous empêche de travailler, mais c'est nécessaire à la protection du système d'information. On ne peut pas mettre tout le monde administrateur, on ne peut pas mettre tout le monde non administrateur, parce que du coup, il y a des fonctionnalités qui vont être bloquées. Il faut trouver le juste milieu pour pouvoir travailler librement et être assez protégé. On entend également qu'on n'est pas une banque, donc pourquoi on nous attaquerait? Et ben justement, les pirates, ils aiment l'argent facile et ils préfèrent attaquer des plus petites entreprises avec des systèmes d'information qui sont moins sécurisés. D'où l'intérêt de mettre en place les premières techniques de sécurisation du système d'information à toute échelle. On va lancer un autre sondage. Pensez-vous que le travail à distance altère le niveau de sécurité du système d'information de l'entreprise? Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport au télétravail et à la cybersécurité. Alors, pendant que les réponses se font, Geoffrey, est-ce que les auteurs de ces cyberattaques, en fait, j'imagine, ont augmenté en nombre et peut-être aussi en compétences, puisque de toute façon, si les nouvelles technologies progressent, on peut aussi imaginer que le nombre de personnes qui maîtrisent ces nouvelles technologies augmente aussi et développent aussi leurs compétences pour détourner ces systèmes. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Bah oui, on s'est aperçu que les risques, enfin, les attaques informatiques par rapport au télétravail et à la crise du Covid, ça a augmenté les risques de hameçonnage, donc on en viendra par la suite de 600%. Donc ils profitent de cette crise sanitaire pour développer des nouvelles technologies, des nouvelles techniques organisationnelles, mais aussi techniques, pour profiter de cette crise sanitaire, surfer sur ce domaine pour faire plus d'attaques. C'est vrai qu'il y a un moment, ouais, moi le premier peut-être, hein, on se disait que finalement, bon, les cyberattaques, c'était sur vraiment des éléments, des données très sensibles, des données gouvernementales, données bancaires, effectivement, des données qui pouvaient tendre aussi à la sécurité nationale, et finalement, tout ça, c'était il y a quand même pas mal d'années maintenant, et que aujourd'hui, ça nous concerne tous, quoi. On peut tous être victimes finalement d'une attaque. Exactement. Alors du coup, à grande majorité, tout le monde a répondu oui. Donc vous avez raison. La délocalisation du travail, donc le télétravail, le travail à distance altère le niveau de sécurité de l'entreprise. Hop, donc on va passer à la slide suivante. Donc il y a plusieurs liens entre le télétravail et la cybersécurité. Déjà, c'est qu'on n'utilise pas le même réseau. On n'est pas à l'entreprise, donc on n'utilise pas le réseau professionnel et on utilise son réseau domestique.
son réseau personnel, sa Wi-Fi personnelle. Et la différence entre un réseau professionnel et un réseau domestique, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas le même niveau de sécurité vis-à-vis du contrôle de navigation, vis-à-vis des restrictions. On peut imaginer qu'on est dans une colocation, on est plusieurs en télétravail, on ne sait pas forcément ce que font les autres les autres colocataires sur le même réseau. On pourrait potentiellement avoir un mouchard sur notre Wi-Fi et que nous, voilà, on soit clair sur notre Wi-Fi, mais que notre colocataire fasse des choses pas très légales et qu'il introduise un virus sur le système d'information personnel. Et du coup, là, ça engendre un risque sur le Wi-Fi et notre approche de télétravail. Donc, le fait de travailler sur un réseau personnel est différent que le réseau professionnel. On accède au système d'information de l'entreprise à distance. Donc là, c'est que on ouvre un accès du domicile du salarié jusqu'au cœur de l'entreprise. Donc là, on ouvre une nouvelle porte sur notre système d'information pour que tout le monde puisse se connecter à distance. Donc, c'est une nouvelle menace qui n'est pas forcément prise en compte à ce jour. On se déplace de plus en plus avec son poste de travail. Donc là, avec le déconfinement, on a tendance à aller au travail, à revenir chez soi. Notre poste de travail il est en constant mouvement. Donc, c'est un risque également. On utilise de nouveaux outils. On peut parler de nouveaux outils collaboratifs. On va parler de Teams, on va parler de Skype, on va parler de Zoom. Et on change notre organisation et notre méthode de travail parce qu'on travaille à distance, justement. Pour vous donner une petite idée, Teams, il a gagné 30 millions d'utilisateurs en début d'année avec la crise sanitaire. Donc, pour vous dire que ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes de travail sont démultipliées par rapport à cette crise sanitaire et au télétravail. Et du coup, le fait d'utiliser des nouveaux outils implique de nouveaux risques sur le système d'information. Et également, on peut aussi, dans certaines entreprises, utiliser son ordinateur personnel à des fins professionnelles. Donc là, le partage des usages, imaginons que la journée, on est sur notre ordinateur professionnel, notre enfant l'utilise en perso le soir, il clique sur un lien, ça infecte notre ordinateur professionnel. Ce mauvais lien où on a cliqué met un virus sur notre ordinateur. Ça a des répercussions sur notre ordinateur professionnel et potentiellement sur des futures pertes financières. Donc voilà, un dernier petit sondage. Je vous l'affiche. Donc c'est pensez-vous que la sécurisation du système d'information est-il uniquement technique? Est-ce que ça engendre uniquement l'aspect technique ou ça engendre d'autres aspects non techniques au système d'information? Alors pareil, je ferai pendant que nos auditeurs répondent à ce sondage. On a entendu parler pas mal là, de l'outil Zoom qui a connu un succès évidemment un plébiscite très fort là pendant cette période-là. Sans parler du succès pour cet entrepreneur qui a développé cette plateforme, mais on a aussi beaucoup parlé du coup, ça fait beaucoup polémique, de données qui étaient collectées à l'occasion de l'utilisation de cet outil qui avait été finalement redéployé à l'insu des personnes qui les avaient livrés. Donc ça fait partie aussi des risques qu'on peut avoir avec l'utilisation d'outils qu'on maîtrise moins, qui sont disponibles finalement et accessibles rapidement. Donc il y a une vigilance aussi à avoir à ce niveau-là. Exactement, on va en venir par la suite, mais le mieux, c'est d'utiliser des outils qui sont validés par le système d'information de l'entreprise et qui ne sont pas forcément des outils qu'on trouve sur le net et qui ne sont pas validés en termes de sécurité par l'entreprise. Alors du coup, là, vous êtes la grande majorité, même la totalité à répondre non, donc vous avez raison. Je vous partage les résultats, donc vous avez raison, il n'y a pas que l'aspect technique sur la partie des risques, il y a également les risques humains. Donc on va revenir dessus, donc c'est le nomadisme du poste de travail, donc là c'est entre les trajets domicile, on s'éloigne des bases, on s'éloigne du système d'information de l'entreprise, on bouge un petit peu tout le temps, donc là c'est un risque humain parce qu'on fait bouger notre ordinateur, il n'est pas fixé à notre poste de travail. Il y a également, on entend parler de l'hameçonnage, donc c'est la technique du phishing en anglais. Donc c'est une technique qui incite à communiquer des données personnelles
ou bancaires en se faisant passer pour des tiers de confiance. Donc, vous recevez un mail, un SMS, un appel d'un usurpateur, d'un tiers de confiance, une banque, un fournisseur d'énergie, un institut gouvernemental qui vous demande de cliquer sur le lien pour vous enregistrer. Et en cliquant sur ce lien et en se connectant, en fait, on va leur donner accès à notre système d'information ou à des données personnelles ou à des données bancaires. Depuis le début de la pandémie, c'est ce que je disais, les cybermenaces ont exploité le thème du coronavirus sur la partie hameçonnage. On note une augmentation des risques liés au hameçonnage de 600% sur mars. Donc, c'est vraiment conséquent. Après, il y a également les faux ordres de virement. Donc là, c'est pareil, on est délocalisé, on travaille de chez soi. Donc, ça peut être un collègue qui se fait, enfin, on va dire un hacker qui se fait passer pour notre collègue, qui nous appelle, qui nous envoie un mail pour nous demander de lui faire un virement exceptionnel, de changer son RIB. Et là, forcément, on est en télétravail, donc notre collègue n'est pas à côté de nous. On se dit, OK, on a reçu un mail, ça paraît plutôt correct. L'adresse mail ressemble grandement à son adresse mail et sans valider, sans l'appeler, eh ben on fait cet ordre de virement. Et du coup, ça a des conséquences de pertes financières pour l'entreprise parce que ce n'est pas la bonne personne au final qui nous a demandé. Et ça, du coup, les deux techniques d'avant, le hameçonnage et les fausses ordres de virement, c'est un petit peu de l'usurpation d'identité ou de la fraude. C'est des personnes qui se font passer pour d'autres personnes et qui abusent du fait qu'on soit à distance, qu'on soit dans un autre cadre pour exploiter ces failles-là, pour nous demander des informations personnelles. Et le dernier risque, c'est la fuite de données sensibles. Donc, il faut bien vérifier à qui on envoie les données et quelles sont les données qu'on envoie pour éviter d'envoyer des données sensibles de l'entreprise à n'importe qui et n'importe où. En parallèle de ça, il y a les risques techniques. Du coup, hop. Donc, les risques techniques, c'est comme on est loin du travail, on est loin du système d'information de l'entreprise. Et on peut avoir des casses, des pannes, même des vols du matériel informatique sur site ou à distance. Donc là, forcément, c'est un risque plus élevé, comme on est loin du système d'information. Le mode délocalisé des bases, on est loin du système d'information de l'entreprise. Donc, le risque, c'est une mauvaise gestion des données et une mauvaise sauvegarde des postes utilisateurs. Donc là, si on a une mauvaise sauvegarde et qu'on perd, on va dire qu'on a une panne d'un matériel informatique, là, les sauvegardes n'ont pas été effectuées. Donc, c'est de la perte de données et de la perte d'activité. Il y a également la surcharge du réseau via la multiplication des accès distants. Et les infrastructures, ils n'étaient pas forcément pensées pour prendre en compte cet aspect multiplication du télétravail. Et le dernier risque, c'est la possibilité d'une attaque externe. On parle généralement de rançongiciel. Donc, les rançongiciels, en fait, ce sont des attaques qui consistent à chiffrer ou à empêcher l'accès aux données de votre entreprise. Et vous êtes bloqué, en fait. Toutes les données sont chiffrées, vous ne pouvez pas les lire. Et le pirate va vous demander pour réclamer une rançon pour libérer ces données. Et tout l'intérêt d'avoir sauvegardé ces données, si on ne veut pas payer la rançon, ce qui n'est pas du tout recommandé, c'est de repartir sur des bases propres, nos données qu'on a sauvegardées, et de les réimplanter dans le système d'information. Donc là, le but principal est financier. Et après, il y a également le vol de données. Donc, c'est des attaques qui consistent à s'introduire dans le réseau de l'entreprise pour les revendre ensuite des données sensibles. On peut penser aux emails, aux cartes bancaires. Récemment, on a vu dans les actualités que la compagnie EasyJet, où il s'était fait pirater et que les hackers avaient accédé à plus de 9 millions de données clients, adresse email, trajet de voyage et pour certains d'entre eux, de cartes bancaires. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, les avocats des clients réclament une amende, une indemnisation à hauteur de 20 milliards d'euros. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Alors, c'est quoi les mesures à prendre, Geoffrey, pour se protéger de tout ça? Alors, on y vient. Alors, les mesures, il y a 4 grands types de mesures. Donc, la première et la plus basique, on va dire, c'est la sensibilisation de ces équipes. Donc, on sensibilise ces équipes face au risque de phishing, face au risque d'usurpation d'identité, en leur expliquant qu'il faut redouter de vigilance en vérifiant l'identité
des destinataires, des expéditeurs, en vérifiant également les sites visités pour ne pas cliquer sur des sites non officiels, mais également de sécuriser au maximum leur connexion personnelle, mettre des mots de passe robustes, mettre un mot de passe s'il n'y en a pas, être vigilant lorsqu'ils manipulent des données sensibles, et de renforcer les bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce que les bonnes pratiques? C'est déjà premièrement de mettre une bonne politique de mot de passe, donc un mot de passe plutôt robuste, qui ne soit pas facile à pirater. Qu'est-ce que c'est un mot de passe robuste? Dans les grandes lignes, c'est un mot de passe qui fait 12 caractères, où il y a une complexité avec des chiffres, des nombres, des caractères alphanumériques, un changement tous les mois ou tous les 3 mois, voilà, dans les grandes lignes. Et c'est d'effectuer une sauvegarde régulière des données et de l'activité en cas de perte de l'activité, en cas de panne, en cas d'attaque. La deuxième grande mesure, donc c'est le renforcement, c'est la sécurisation et la supervision des accès distants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avec la généralisation du télétravail, c'est d'augmenter la capacité du VPN. Donc, le VPN, c'est l'accès distant pour accéder au système d'information de l'entreprise et de le limiter aux heures de pointe. Il faut également sensibiliser ces utilisateurs sur l'envoi de fichiers volumineux. Comme on accède au système d'information de l'entreprise à distance, forcément, ça prend plus de temps, ça prend plus de bandes passantes sur le réseau de l'entreprise. Donc, il faut sensibiliser ces utilisateurs aux envois de mails volumineux. Pour vous donner une petite idée, la France, la première semaine du confinement, l'usage du VPN s'est accru de 21%. Alors d'aujourd'hui, on n'a que cette statistique parce qu'on n'a pas encore de retour entre le début et la fin du confinement. Mais aux États-Unis, dans le premier mois, c'était une augmentation des usages du VPN, des accès distants à 150%. Voilà, il faut également autoriser que les équipements qui sont maîtrisés et qui sont approuvés par le système d'information. Par le système d'information, on entend l'équipe informatique pour rejoindre le réseau à distance. Il faut également gérer et sécuriser les accès extérieurs au système d'information. Donc là, comme on accède au système d'information à distance, il ne faut pas trop ouvrir de porte et il faut vérifier que les personnes qui sont autorisées à passer dans cette porte-là sont bien autorisées et on sait bien qui ils sont. Également, après, d'essayer de superviser cette activité des accès extérieurs et des systèmes sensibles. Troisième grande mesure, c'est l'organisation de la détection et la réaction face au risque de fuite de données et aux attaques externes. Donc là, c'est principalement de se préparer à une cyberattaque, de préparer une gestion de crise, comment on va fonctionner si on se fait attaquer, quelles sont les communications aux clients qu'on va faire, comment en interne on va s'organiser pour sauvegarder nos données, pour certifier la confidentialité des données de nos clients si nous en avons, et d'être vigilant lors du déploiement d'outils collaboratifs en termes de droit et de sécurité de l'information. Donc avec cette crise sanitaire, on le disait tout à l'heure, on a mis en place des outils collaboratifs tels Teams, Skype, un petit peu rapidement, d'où la nécessité de vérifier que les personnes ont les bons accès, ont les bons droits, afin que les informations sensibles ne soient pas accessibles à toutes les personnes. La dernière mesure, donc, c'est mettre à jour sa politique de sécurité du système d'information. On recommande d'intégrer la notion de nomadisme et de télétravail. On va être de plus en plus à effectuer du télétravail. Je pense que ça va durer dans le temps. Donc, il faut l'intégrer à la politique de sécurité du système d'information et adapter l'architecture technique. De ce côté-là, c'est technique pour voir comment on accède au système d'information à distance et les moyens de sécurité qu'on a mis en place. Donc voilà pour les grandes mesures mettre en place. Donc voilà. Hop. Et les méthodes et outils à utiliser pour protéger au mieux son système d'information, les méthodes, donc c'est de mettre à jour son poste de travail régulièrement et les logiciels qu'on utilise. Régulièrement, des patchs applicatifs sont sortis par les entreprises parce qu'il y a des failles de sécurité qui sont découvertes tous les mois. Donc, le mieux, c'est de mettre à jour son poste de travail et des logiciels que l'on possède le plus régulièrement possible, de protéger ses données. Donc, si on utilise Windows, il y a une petite option de cryptographie. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça permet de chiffrer ces données
qui sont sur son poste de travail. Donc, si on perd, si on se fait voler son ordinateur, quelqu'un qui va vouloir récupérer les données, en fait, les données vont être chiffrées. Donc, en fait, il ne va pas pouvoir les récupérer. Donc, si on protège les données de l'entreprise et de son PC et du coup du système d'information de l'entreprise. Après, une méthode qui est plutôt basique, c'est de paramétrer un antivirus et un pare-feu. C'est une bonne première barrière pour éviter les attaques et pour éviter la perte d'informations. Et c'est également de bien gérer le partage des usages entre le personnel, le professionnel et les utilisateurs, parents, enfants. Faut bien séparer et mettre des barrières entre chaque usage. Donc après, on recommande quelques outils. C'est une liste non exhaustive. On parle notamment de gestionnaire de mots de passe. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe? En fait, c'est un petit applicatif qui va, vous allez vous connecter à cet applicatif qui est installé sur votre poste de travail et qui va regrouper tous les identifiants et mots de passe de tous les sites que vous avez décidé d'inscrire sur ce gestionnaire de mots de passe. Et en fait, ce gestionnaire de mots de passe va vous générer des mots de passe très complexes, des mots de passe avec une complexité et une longueur très importante. Et en fait, le fait de se connecter à ce petit gestionnaire, ça va vous permettre d'avoir des mots de passe qui sont robustes, des mots de passe qui vont être changés régulièrement. Et vous n'avez pas besoin de retaper un à main. En fait, vous avez des petites fonctions de copier-coller. Donc, ça vous permet, une fois que vous êtes connecté à ce gestionnaire, et d'accéder à tous vos mots de passe de chaque applicatif avec des complexités différentes. On recommande également de sécuriser les informations et de chiffrer les données. Donc là, on parle de l'outil Z. Donc le Z, c'est un outil qui a été certifié par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est un organisme pour la sécurité des systèmes d'information en France. Et cet outil Z, en fait, permet de chiffrer des données lorsqu'on envoie des données sensibles, confidentielles à des clients. Et en fait, on paramètre une petite clé, on va dire. La personne chiffre le dossier sensible avec une clé, avec un mot de passe, et envoie le mot de passe à la personne pour qu'il puisse rouvrir le dossier crypté. Donc après l'accès à distance, donc il y a plusieurs types de VPN, il y a plusieurs techniques d'utilisation de VPN, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais le but c'est d'utiliser un VPN plutôt sécurisé. Sachez que tous les VPN qui sont gratuits, qu'on voit une utilisation gratuite sur Internet, la gratuité n'est pas forcément gratuite parce qu'ils utilisent nos données. Donc, en fait, ils s'alimentent de revenus par rapport à nos données qu'on leur donne. Donc là, il faut faire très attention, voir ce qui est mis en place par l'entreprise et s'assurer que le VPN est bien sécurisé. Et après, également, faire attention au type d'hébergement des données. Donc, il y a deux types d'hébergement de données. Donc, il y a le SaaS, donc Software as a Service. Donc là, c'est on accède aux données via le cloud, via le nuage, via l'informatique. Donc là, ce n'est pas nous qui sommes maîtres de la sécurité des données. Donc là, il faut vérifier que notre prestataire, notre prestataire est bien conforme en termes de sécurité de ces données, ou en local. Donc là, les données sont stockées sur nos serveurs physiques sur notre site, mais du coup, la responsabilité de la sécurité des données est de notre ressort. Donc là, il faut qu'on s'assure techniquement que notre système d'information est bien sécurisé. Donc voilà, les principales méthodes et outils pour sécuriser au mieux le système d'information. Après, comment on vérifie que son système d'information est bien protégé? Donc, il y a deux grandes lignes. Donc, soit on a des personnes qui sont en interne, qui effectuent des contrôles, qui font un petit peu comme du contrôle interne sur la partie informatique. On peut prendre un exemple, par exemple, sur la gestion des utilisateurs applicatifs, s'assurer que les personnes ont les bons droits, s'assurer qu'une personne sortie de l'effectif soit bien supprimée de l'application, s'assurer que les personnes ne soient pas tous avec des comptes administrateurs. Donc là, il peut y avoir des personnes en interne qui vont effectuer des revues, qui vont effectuer des recommandations en interne sur le système d'information. Ou deuxième grande méthode, c'est d'effectuer un audit des systèmes d'information. Il y a deux types d'audits. Il y a l'audit interne. Donc là, on revoit les procédures et les processus du système d'information. On revoit comment les données sont interphasées entre chaque applicatif, qui y a accès, comment ils ont accès, comment c'est sécurisé. Donc là, on s'assure, on maîtrise la sécurité du système d'information en interne. Et après, il y a l'audit externe, donc tout ce qui est test d'intrusion à distance, par exemple sur votre extranet, sur vos messageries, sur votre site web. Test d'intrusion interne, ça veut dire que quelqu'un, il vient, s'il se connecte à votre entreprise via une prise RJ45,
et il voit tout ce qu'il peut faire. Donc là, ça recoupe un petit peu avec l'interne. Ça veut dire qu'un utilisateur avec des droits d'administrateur, eh ben, si un audit externe arrive à prendre le contrôle d'un utilisateur standard qui a les droits administrateurs, eh ben, il va pouvoir tout faire. D'où le lien triplé entre les deux, l'audit interne et l'audit externe, pour maîtriser les deux aspects du système d'information et les deux portes d'entrée, on va dire. Donc, un petit peu, voilà, pour conclure, en gros, il est important que la sécurité dans une organisation ne soit pas vécue comme une peur de l'attaque, mais plutôt comme une stratégie de réussite, stratégie rentable qui plus elle est. On a vu les principaux chiffres tout à l'heure. Ça coûte moins cher, on va dire. Il y a des premiers gestes barrières informatiques pour sécuriser son système d'information plutôt que de devoir indemniser ses clients ou carrément de perdre, d'avoir des pertes financières sur son activité. Je ne sais pas si Valentin, tu veux compléter un petit peu cette slide-là. Oui, si, complètement. Pour dire que de toute façon, effectivement, on comprend qu'on a beaucoup à perdre avec, avec un système qui serait mal protégé, que la période, évidemment, a mis un petit peu à mal nos organisations parce que, encore une fois, elle n'était pas, parce qu'on a pu l'anticiper, n'a pu s'y préparer. Donc, on voit la nécessité maintenant de vérifier que tout fonctionne bien si on n'a pas été victime d'attaque, puisque ça peut toujours quand même se présenter. Voilà, et comprendre aussi que derrière, on a beaucoup à gagner aussi avec les systèmes d'information, voilà, en efficacité, donc en sécurité, en temps, en productivité, enfin voilà, tout se joue à pas mal de niveaux. Comme souvent dans les entreprises et dans les organisations, l'humain évidemment est au cœur de tout. Donc on peut avoir effectivement des règles collectives qui soient clair, une stratégie bien établie. Ça passe par des rappels réguliers sur la responsabilité de chacun par rapport à l'utilisation de ses outils, l'utilisation de son poste de travail, le comportement qu'il peut avoir dans sa navigation Internet. Voilà, tout ça, ce sont des gestes du quotidien et qui sont évidemment fondamentaux par rapport à la sécurité et à la protection du système dans sa globalité. Je dirais aussi finalement, c'est un peu quand on veut protéger son habitation, il y a évidemment, il faut mettre un certain nombre de verrous à l'entrée, une porte qui est suffisamment épaisse, suffisamment de verrous pour que cette porte soit la plus difficilement violable. Voilà. Et puis ensuite, mettre des systèmes d'alerte, d'alarme éventuellement, voilà, et faire vérifier régulièrement finalement si son système fonctionne bien. Bon, voilà, donc dans l'entreprise, c'est un peu pareil. Il faut aussi se préparer un petit peu à tout ça. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent être faites simplement. Je pense qu'effectivement, quand on parle d'audit, on peut tout de suite penser que on parle dans des choses qui sont importantes ou qui sont un peu inaccessibles, mais finalement, il peut être faite une revue assez simple, assez rapide pour vérifier que tout fonctionne à peu près bien. En tout cas, que les premiers gestes, effectivement, on peut aussi là qualifier de barrières existent et sont respectés. Après, on peut aller évidemment encore plus loin dans l'approche et dans la sécurité avec ces fameux tests d'intrusion qu'on peut faire in situ, qu'on peut faire à l'extérieur aussi de l'entreprise pour aller encore un petit peu plus loin. Voilà, donc on est à votre disposition. Le support vous sera adressé, mais on est à votre disposition pour aller plus loin tout simplement. Je vois qu'il est 9h42, donc on a tenu le timing parfaitement bien. Merci Geoffrey pour ça. On est voilà, encore une fois parfaitement à votre disposition pour étudier ces sujets-là avec vous, pour les travailler. Voilà, encore une fois de façon simple, mais aussi pourquoi pas de façon assez détaillée. Je crois que la période nous a donné aussi un petit peu cette leçon que parler parfois des plans de continuité d'activité, le PCA, et parfois on disait ouais, c'est un petit peu lourd à mettre en place dans mon entreprise, etc. Bon voilà, ces plans sont toujours destinés à faire face à des situations inédites. On vient d'en vivre une. Je pense que les entreprises qui avaient anticipé un certain nombre de situations, alors évidemment on ne peut jamais tout prévoir, mais ont certainement été moins, c'est un peu le recul qu'on commence déjà à avoir, ont certainement été moins impactés que les autres. Bon voilà, donc l'idée c'est que
c'est jamais trop tard. Voilà, c'est jamais trop tard pour se poser toutes ces questions-là et puis pour mettre en place des choses simples. Voilà, que les choses soient simples, parce que ce qui est simple, c'est toujours ce qui marche le mieux. Voilà, pour évidemment travailler en toute sécurité et puis faire le travail qu'on aime faire, voilà, et pas avoir à se préoccuper de ce genre de désagréments. Voilà, encore merci Geoffrey, merci à tous. Oui. Merci à vous. Et puis écoutez, encore une fois à votre disposition. Je ne crois pas qu'il y ait de questions, mais si voilà, si il y a besoin d'échanges, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter et on sera un plaisir et une joie de vous aider. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous.